Bienvenue tout le monde à ce top sur les meilleurs univers de jeux de rôle, les fameux campaign settings, donc les contextes spatio-temporels pour votre campagne. Ce sont en fait des mondes, des cartes, des continents, des lieux fantastiques où peuvent se dérouler vos aventures pour Donjons Dragons. Aujourd'hui, je vais me concentrer uniquement sur les 10 meilleurs univers publiés expressément pour Donjons Dragons. Petit avertissement, c'est vraiment le genre de vidéo qui va vous donner envie de lancer de nouvelles campagnes parce que tous ces univers-là sont vraiment insane! Fait que soyez avertis, si vous avez déjà une campagne qui roule bien et que vous voulez pas vous donner 1 milliard de nouvelles idées, vous êtes peut-être mieux de pas regarder. Regardez pareil, mes maudits. En 10e place, on a un monde qui s'appelle Scarred Lands. C'est un module qui a été publié dans... En fait, je pense que c'est le premier module qui a été publié pour la 3e édition de Donjons Dragons. C'est White Wolf qui a lancé l'univers de Scarred Lands. C'est un monde sombre où des sociétés tentent de se reconstruire après une guerre dévastatrice divine. Ce sont des titans, les créateurs de l'univers, qui sont des entités d'un âge inimaginable et d'une puissance incomparable, qui ont affronté les dieux. Donc les titans ont créé les dieux, mais ils se sont jamais attendus à ce que les dieux rivalisent avec leur pouvoir. Mais ce qui est arrivé, c'est que les mortels se sont mis à vénérer les dieux, et les dieux se sont mis à activement chercher à ce que les mortels les vénèrent, et c'est cette adoration, c'est cette vénération par les créatures qui peuplent la surface de Skarn, qui est le nom du monde, qui a donné la force aux dieux de rivaliser avec leur créateur. Parce que je sais qu'il y a souvent ces mythes créateurs-là de la guerre divine, mais ça se passe souvent des dizaines de milliers d'années dans le passé. Là, non. Il y a à peu près une centaine d'années que tout ça s'est passé. Les dieux se sont battus contre les titans à la surface du monde et ils ont gagné. Les titans sont morts ou sont tous disparus. Alors imaginez ce monde qui est couvert des restants de ces entités gigantesques. Imaginez un dieu qui a été vaincu au milieu d'un champ de bataille. Au milieu de cette montagne-là, il y a un pied. C'est la seule chose qui reste d'un dieu oublié. Et les derniers adorateurs de ce dieu-là ont creusé l'intérieur du pied divin pour y installer une forteresse et des temples. Et les lieux, les vestiges des dieux et des titans tombés vont avoir une influence, une incidence sur les émotions que les mortels qui habitent ces endroits-là vont vivre. Donc si vous habitez à l'intérieur du désert qui est couvert du dernier souffle d'un dieu de la mort, ben peut-être que vous allez rencontrer plein de créatures mortes vivantes. Il y a même une mer à l'est qui est devenue une mer rouge sang à cause d'un titan enfoui au milieu des flots qui encore et toujours perd le sang de ses blessures. Fait que c'est un monde où il y a beaucoup de tensions. Les gens essaient de reconstruire ce cimetière de titans, essaient de construire une société où les mortels ont une place. Et fait qu'il y a quelque chose de très mythique du panthéon grec qui est super inspirant. En 9e place, on a le monde de Ravenloft. Ravenloft, ou les domaines de la terreur, Domains of Dread, qui est, en fait, ça part beaucoup d'un module qui avait été publié par TSR en 1994, qui s'appelait Domains of Dread, et qui a été quand même un peu remâché pour la 5e édition dans le guide de Von Richten pour Ravenloft. Fait que l'idée de Ravenloft, bien sûr, c'est que c'est un monde gothique, d'horreur, un monde sombre, qui est à mi-chemin entre le réel, quelque chose de tangible où des humains peuvent vivre, et à mi-chemin entre une prison dans le monde des ombres. Le classique de Ravenloft, c'est la Barovie, donc le cauchemar de Strad von Zarovich, un vampire centenaire enfermé dans un monde qui est son domaine et dans lequel tous ses sujets sont enfermés là. Donc ça, c'est l'histoire classique qu'on a connue dans La Malédiction de Strad. Mais Ravenloft, les domaines de la terreur, c'est beaucoup plus que ça. Dans le fond, c'est beaucoup ce concept-là d'une prison gothique dans lequel un personnage horrible est coincé.
Et les héros de votre aventure se retrouvent eux aussi coincés dans ce demi-plan. La plupart du temps, quand on est coincé dans un domaine de la terreur, on doit comprendre qui est le responsable de ce cauchemar-là. Et il faut trouver une façon de s'évader. Fait que ce qui est intéressant avec ce genre de monde-là, c'est que ça vient souvent avec une histoire. Donc, qui est le seigneur de cet endroit-là? Et si vous lisez Von Richten puis le supplément Domains of Dread, vous allez découvrir plein d'autres demi-plans, prisons des ombres. Fait que vous n'aurez pas juste le cauchemar du vampire en Barovie. Il faut avoir envie de vivre un peu ces aventures gothiques-là, classiques, que ce soit justement le vampire, la momie, le loup-garou. En 8e place, en fait, c'est que la prémisse m'a tellement intrigué. Il y a quelque chose là de vraiment original. C'est Pax Elfica. On est dans un empire médiéval fantastique assez classique. Et les elfes sont venus libérer les peuples de la région du nécromant, donc un méchant sorcier très très vilain. Et tout le monde était très heureux de voir les elfes et leur armée arriver pour libérer le peuple du méchant sorcier, mais ils sont restés par la suite. Et graduellement, ils ont installé certaines règles dans la ville, dans la région, et mine de rien, on a fini par réaliser que les elfes, finalement, étaient les nouveaux tyrans de la région. C'est eux, maintenant, qui calaient les shots, et c'est eux qui ont la plus grosse armée. Donc, c'est de vivre sous l'occupation des elfes. Donc, ce monde-là est quand même vraiment, vraiment bien développé. La campagne de Pax Elfica est assez précise. C'est un bac à sable dans lequel on peut explorer une ville et la région avoisinante. Il y a un mystère. Vont-ils essayer de comprendre pourquoi les elfes restent-ils sur place? Y a-t-il un mystère coudon là-dedans? C'est plutôt chouette. Je trouve que c'est une belle twist aussi sur un setting qu'on connaît bien. Tu sais, les elfes sont souvent les grands sages, mais sont souvent aussi plus ou moins impliqués dans les politiques des mortels. Mais là, c'est tout le contraire. Leur sagesse est plutôt une raison pour eux de s'imposer sur les autres espèces de la région. C'est un setting qui est très politique. Fait que ça, c'est intéressant si vous avez des joueurs matures qui veulent explorer ce genre d'expérience-là. En 7e place, on a un classique. Il s'agit de Dark Sun, édité par TSR en 1991. C'est vraiment un setting, un univers pas comme les autres. C'est un monde post-apocalyptique, et là, ça, c'est vraiment le cas de le dire. Ici, on pense vraiment à Mad Max, parce que cette planète-là, ce monde-là, est complètement dépourvu de végétation. Et c'est pas à cause de démons ou de dragons, c'est vraiment à cause de guerres humaines, des sorciers, des seigneurs sorciers qui ont ravagé le monde. Ils ont drainé toute la vie végétale pour rendre leur sortilège encore plus puissant. Et la magie a été tellement déchaînée que même le soleil de ce monde-là est en train de dépérir. Fait que ça, c'est vraiment chouette parce qu'on pense justement au cycle du nouveau soleil, on pense à Jack Vance, les chroniques de la Terre mourante. C'est un monde qui est condamné. L'histoire va se dérouler sur quelques villes indépendantes qui ont survécu au milieu du désert. Mais là, il n'y a plus rien. Il y avait un vaste océan qui s'est graduellement estompé, évaporé. Et on est encore capable de pomper un peu d'eau du sous-sol pour survivre. Mais il y a ces seigneurs sorciers-là qui sont des tyrans inhumains qui tiennent le monde dans une poigne de fer. Il existe presque plus de métaux. Et la plupart des gens doivent utiliser des armes en ossement ou en cuivre parce que le fer est devenu une denrée rare qu'on ne peut retrouver que dans les ruines de l'ancien monde, au milieu du sable. Fait que oui, c'est un univers. Quand on dit qu'un univers a de la personnalité, Dark Sun est vraiment très très deep. Moi, je pense que c'est ça qui me rebute un peu, c'est que il y a une saveur tellement particulière qu'il n'y a pas de la place pour tous les concepts de personnages. Surtout que ça a été créé à l'époque de la 2e édition où il y avait des règles vraiment très strictes aussi sur le fait de si vos armes sont pas faites en métaux, c'est quoi les impacts mécaniques que ça cause pour vos attaques, etc. Puis c'est un peu... Tu sais, j'ai le goût d'avoir une épée, là. J'ai le goût que ce soit pas comme un big deal, que je me cherche juste une épée pour faire ma classe de personnage. Mais c'est vraiment très intéressant, puis je trouve que c'est un univers qui est pas... c'est un univers qui est pas idiot, qui est bien réfléchi.
le fait de vivre dans un désert, ce que ça crée comme société, tu le sens dans l'univers, comment il est décrit, les luttes de pouvoir, les logiques géographiques aussi de l'impact de cette magie-là sur la Terre, le fait d'avoir des lacs desséchés et que les villes autour de ces lacs-là sont maintenant en ruine. Les gens là-bas sont morts parce que les lacs où ils puisaient leur eau ont disparu, tu sais, fait que il y a cette logique-là qui est vraiment super bien incarnée. Ça donne un sentiment très réaliste, très immersif. Fait que si vous voulez explorer ce genre d'univers-là et que vous n'êtes pas rebuté par des concepts un peu métal à la Mad Max où on va vraiment loin, là, il y a beaucoup d'abus dans ce monde-là, là, c'est pas gentil, tout le monde n'est pas ami, vous n'allez pas régler vos problèmes nécessairement en utilisant la diplomatie. Fait que oui, c'est très métal, mais quand même, ça a de la gueule, checkez ça. En 6e place, on a Birthright, qui est un autre setting de TSR qui a été édité en 1995. Et dans Birthright, vous faites partie d'une noble famille et vous êtes donc responsable d'une terre. Vous avez peut-être un petit château, une forteresse, quelque chose comme ça. Et ce qui est intéressant dans Birthright, c'est qu'il y a un univers qui porte vraiment à la politique, aux négociations, aux alliances. Mais forcément aussi, bien sûr, vous allez partir à l'aventure, explorer des ruines, chasser des monstres qui hantent les forêts de vos terres, etc. Et ça, c'est dès le niveau 1. Ça, c'est ce que j'aime vraiment beaucoup de Birthright, c'est qu'il y a des mécaniques dans le jeu qui permettent que, dès le départ, vous allez devoir mener des gens, mener un lieu qui vous appartient, organiser les choses comme vous le souhaitez, vous et votre groupe. Fait que ça crée vraiment un sentiment très Game of Thrones, mais aussi, c'est que ça change la mentalité de l'aventure. Quand on rencontre des gobelins, par exemple, en forêt, on se pose réellement la question, qu'est-ce que je dois faire? C'est ma responsabilité en tant que seigneur de ces terres-là. Est-ce que ces gobelins-là sont mes sujets? Est-ce que je peux peut-être les écouter? Quel genre de leader je suis? Est-ce que je suis un tyran ou est-ce que je suis quelqu'un qui va chercher à se faire des alliés? On sent que ce système-là a lourdement inspiré le supplément Stronghold and Followers de MCDM, qui est un supplément pour la 5e édition qui présente comment gérer des armées, comment gérer des forteresses, comment gérer un village, une base pour vos opérations, et négocier aussi avec diverses factions. Fait que c'est le setting parfait pour les gens qui ont envie de trucs épiques, à grand déploiement, peut-être de grandes batailles rangées, où vous allez affronter vos rivaux, où vous allez chercher à reprendre la succession du trône qui vous appartient de droit. C'est le genre de fantasy qui, je sais, va plaire vraiment à certains. En 5e place, on a vraiment un super bel univers. Il s'agit de Humblewood. Humblewood prend place dans le monde Everden. Everden, c'est une forêt entre deux montagnes, paisible, où vivent justement des cités peuplées par des animaux. Donc vous allez jouer un de ces résidents-là, et donc votre personnage va être un petit oiseau, un habitant justement des villes construites dans les arbres par nos amis ailés, ou vous allez jouer un Humble Folk, qui sont les habitants qu'on retrouve normalement près du sol, donc renards, souris, lapins. Et dans ce monde-là, c'est tous les classiques du monde médiéval fantastique. Il y a plein de choses à explorer, des parties de la forêt qui ont été dévastées par des maléfices magiques, et où il y a plein de créatures élémentaires, des animaux plus grands que nature qui sont des prédateurs que vous devrez affronter. Fait que oui, en regardant ça, on pourrait se dire que c'est un petit peu enfantin, que c'est un brin naïf, c'est pour jouer avec des enfants peut-être, mais il y a tout à fait possibilité de jouer avec des adultes, parce que l'univers présenté est quand même plus complexe qu'il n'y paraît. Il y a vraiment des classes sociales dans le monde de Humblewood. C'est justement les oiseaux qui peuvent voler genre entre les branches, entre les arbres. Ils se voient un petit peu au-dessus des Humble Folk qui vivent près du sol. Et les oiseaux qui vont vivre près du sol pour partir à l'aventure sont perçus comme un peu étranges. Bien sûr, tous les suppléments de Humblewood sont vraiment chouettes. Il y a toutes sortes d'espèces uniques à cet univers-là, mais qui sont tellement cool que vous pourriez les réutiliser par la suite dans vos autres campagnes de la 5e édition de Donjons Dragons. Et il y a bien sûr tout un lot de produits. Il y a des miniatures
pour vivre justement jusqu'au bout de votre immersion dans l'univers d'Humblewood. C'est vraiment super beau, les illustrations sont bien faites. Quatrième position, un univers que je trouve vraiment intéressant, c'est Ghostwalk. Ghostwalk a été publié par Wizard of the Coast en 2003. Je pense que c'est un des derniers livres qui a été publié pour la 3e édition, avant la 3.5. Ghostwalk se déroule principalement dans la cité de Manifest. Manifest, c'est une ville qui a été construite juste à la limite entre le monde réel et le monde des morts. Donc, dans cette ville-là se côtoient les fantômes et les mortels. Ce qui est intéressant dans ce monde-là, c'est que bien sûr, votre aventurier va faire toutes sortes de missions pour des fantômes, mais si au fil de vos aventures, vous venez à périr, vous pourrez devenir vous-même un esprit. Et ce qui est chouette, c'est que il y a tout un lot de roleplay potentiel avec ça. Les esprits sont attachés au monde par certains ancrages, que ce soit une personne, que ce soit une maison. Mais ça crée vraiment des moments où on va explorer ces thématiques-là de la vie, la mort, etc. Et quand vous êtes un fantôme, vous gagnez des niveaux dans une classe unique qui s'appelle la classe Daedalus. En gagnant des niveaux dans votre classe de fantôme, vous développez vos pouvoirs spectraux. Fait que oui, bien sûr, pas pour tous les publics, il faut quand même avoir le cœur solide, mais j'ai adoré la prémisse. L'univers est quand même peu développé, je dois le dire. Il n'y a pas énormément d'aventures, il y a peu de modules publiés dans Ghostwalk, mais on voit tout le potentiel pour un maître de jeu qui a envie de créer son matériel. 3e position, un classique que vous connaissez sans doute. Il s'agit de Eberron, créé en 2002 par Wizard of the Coast. Eberron est peut-être l'univers de campagne qui a fait le plus évoluer Donjons Dragons au fil des dernières années, il n'y a pas de doute. C'est un univers qui se relève d'une grande guerre mondiale. Dans cette guerre-là, il y a 5 grandes nations qui se sont affrontées sur le continent de Corvair. Et la guerre a complètement ravagé une de ces nations-là qui est complètement en ruine maintenant. Il y a une trêve. En ce moment, les nations sont en paix, mais on sent que cette paix-là pourrait basculer d'un jour à l'autre. Bien sûr, c'est l'univers qui nous a fait connaître les forgeliers. Ce sont des automates de bois et de métal animés par magie qui ont été construits expressément pour servir dans cette guerre-là. Et aujourd'hui, maintenant que le conflit est terminé, ils se cherchent une raison de vivre. Ça pourrait être sombre. Il y a plusieurs façons d'explorer Eberron, mais vous pouvez aussi le jouer vraiment cap et d'épée. Parce qu'il y a tellement d'action dans ce monde-là. Vous avez des locomotives poussées par des élémentaires d'air. La magie est un alliage de science, de recherche, de connaissances. Fait qu'il n'y a pas nécessairement des grands magiciens comme Elminster à la surface d'Eberron. Mais il y a plein de petits ingénieurs magiques qui ont rendu le quotidien des gens plus facile. Il y a les célèbres One-Slingers, qui sont comme des pistoleros, mais armés de baguettes magiques. Fait que ça, c'est très cool, je dois le dire. Écoute, il y a vraiment beaucoup de très bonnes idées. Les familles nobles sont marquées d'une marque qu'on appelle un Dragon Mark, qui représente justement leur noblesse et qui leur accorde des pouvoirs magiques qui sont passés de génération en génération. C'est le setting parfait si vous voulez jouer quelque chose de steampunk, inspiré peut-être du début 20e siècle, des romans d'espionnage, tensions politiques. Moi, j'aime beaucoup Eberron. Je sais que c'est vraiment pas la tasse de thé de tout le monde parce qu'il y a une saveur vraiment prononcée dans cet univers-là. 2e place, tout le contraire d'Eberron, je dirais. Il s'agit des Royaumes oubliés, qui est une publication originale de TSR créée par Ed Greenwood. On prétend qu'il aurait créé cet univers-là autour de 1967. C'est son univers maison dans lequel il crée des romans et des personnages depuis qu'il est tout petit. Au moment où il n'avait même pas sa belle longue barbe blanche de Père Noël. Faerun, qui est le nom du monde où se déroulent les aventures des Royaumes oubliés, et donc, si on veut, un des univers principaux pour Donjons Dragons. Dans quasiment toutes les éditions, il y a toujours eu d'autres settings qui se sont battus pour cette place-là. Greyhawk, Dragonlance. Mais Faerun a tellement prospéré dans la culture populaire. Je veux dire, on a des films,
dans l'univers des Royaumes oubliés, vous avez des jeux vidéo dans cet univers-là. Puis, ce qui est chouette, c'est que ça fait des référents communs. Moi, j'aime beaucoup le fait qu'on a l'impression de bien connaître Baldur's Gate. On a tous visité Baldur's Gate. Puis quand mon professeur de sciences physiques qui m'a montré à jouer à Donjon Dragon a sorti une carte fait main de la Côte des Épées, puis qu'on a regardé où est-ce qu'on était, puis j'étais comme « Hein? Baldur's Gate est là? Neverwinter! Je sais c'est quoi! » J'ai vraiment senti le fait que cet univers-là, ce monde-là, existait peut-être un petit peu pour vrai. Tu sais, il y a des pièces de fiction comme ça qui sont tellement devenues partagées par une communauté qu'on a l'impression de pouvoir vraiment y vivre, vraiment décrire ces lieux, ces personnages, ces héros. Fait que oui, j'aime beaucoup Faerun, même si je trouve que c'est un univers qui est peut-être un petit peu naïf, peut-être un petit peu incohérent, parce qu'il y a tellement d'auteurs qui ont mis la patte dans ce monde-là. Certains romans sont assez lisibles. C'est bon, ok, c'est peut-être pas de la grande littérature, mais quand même, il y a du cœur. Ça aide à vraiment se plonger dans ce monde-là. Puis une fois qu'on lit ces romans-là, on a le goût de jouer une partie dans cet univers-là. Puis je vous mentirai pas, c'est probablement le monde dans lequel j'ai passé le plus de temps, aussi comme amateur de jeux de rôle, parce que j'ai créé du matériel pour les Royaumes oubliés, j'ai roulé les modules officiels, la 5e édition. Fait que j'ai vraiment l'impression que c'est un univers dans lequel j'aime replonger. Et en première place, mon univers préféré, Planescape. Je sais pas pourquoi est-ce que je suis tellement obsédé par cet univers-là. Je trouve qu'il est vraiment riche. Je trouve qu'il est le fun parce que il est pas réaliste. C'est de la magie pure. Planescape, c'est le concept que tous les univers, tous les mondes de Donjon Dragon sont reliés dans une grande roue cosmique. Que ce soit le monde du feu, le monde de l'eau, l'enfer. Et tous ces mondes-là sont reliés au milieu de cette grande roue-là par un point central qui est la cité de Sigil. Sigil est la cité au centre de cet univers-là. C'est le pivot autour duquel tout l'univers s'articule. Et à Sigil, tout est possible parce que tout le monde finit par se retrouver là. Et la cité, la seule façon d'entrer dans la ville, c'est via un portail. Les portails, on peut en trouver n'importe où. Ça peut être une bouche d'égout, ça peut être le placard de quelqu'un, ça peut être la cuvette d'une toilette. Tout est possible. Chaque portail s'ouvre avec une clé. Et la clé, ça peut être un mot gentil, ça peut être une chanson d'amour, ça peut être une plume qui a été trempée dans du sang. C'est plein de codes secrets mystiques. Je pense que ce que j'aime beaucoup de Planescape aussi, c'est que c'est à la fois drôle, mais c'est aussi sombre. Il y a vraiment des mystères dans Sigil, puis dans cette cité au centre de tout. Par exemple, les dieux ne peuvent pas entrer dans la ville. Pourquoi? On ne sait pas trop. Il y a une entité qui semble diriger l'endroit qui s'appelle Lady of Pain. Personne ne sait c'est quoi Lady of Pain. Elle est là depuis toujours. C'est comme une incarnation du centre de l'univers. Est-ce qu'elle a créé tout ça? Est-ce qu'elle est juste là pour protéger la cité? Mystère! Et autour de Sigil, il y a ce qu'on appelle les Outlands. C'est une vaste plaine qui relie ces divers mondes-là. Et à travers les Outlands, on peut se promener en château qui déambule sur des pattes, on peut prendre la rivière Styx, on peut descendre Yggdrasil, l'arbre-monde. C'est beaucoup un setting qui parle de voyage. Comment se rendre là où on veut. Et tout est possible. Fait que toutes les fantaisies un peu absurdes que vous avez en tête de une gare en enfer, ou un cégep, une école, une université au paradis, de quoi ça a de l'air, vous pouvez les vivre dans cet univers-là. C'est ça qui est drôle et qui permet justement d'être extrêmement créatif. C'est un monde réellement fantastique où tout est possible, où tout le monde se croise à la cité au centre du multivers. C'était donc mes 10 univers préférés pour Donjon Dragon. Uniquement. Est-ce que vous avez un univers préféré? Laissez ça en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. Puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Puis d'ici là, je vous dis, ayez pas peur de voyager vers d'autres univers.